Aujourd'hui au Stupéfiant, on vous fait plaisir, chers téléspectateurs. Ça devrait déboucher les tuyaux. 4 mythes suggérés par les fans sont revus par la science. Courez, ça va exploser! Tout d'abord, la plante à la croissance la plus rapide du monde peut-elle transpercer une personne? Jamie s'imagine qu'il est une plante. Et le brandy peut-il nous empêcher de tomber en hypothermie? Je sombre dans le délire. Ensuite, si on mélange de l'eau et des métaux alcalins, peut-on faire exploser une baignoire? Finalement, brûler un piano à queue peut-il le faire sauter? Vite, partons! Assoyez-vous confortablement, prenez un verre et amorcez le décompte. 3, 2, 1... Car voici vos mythes mis à l'épreuve. Qui sont les stupéfiants? Adam Savage Il nous faut plus de force. et Jamie Heineman. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ensemble, ils cumulent plus de 30 ans d'expérience dans le métier des effets spéciaux. Voici leurs collègues, Gary Byron, Qui a eu cette idée cinglée? Grant Imahara et Tori Bellucci. Ce sera fantastique! Ils ne font pas que documenter les légendes urbaines. Puisque tu le dis, Junior, Ils tentent de les démystifier. Qui l'aurait cru? Non seulement vous avez répondu à l'appel, mais vous nous avez envoyé un nombre impressionnant de mythes. on en a sélectionné parmi les meilleurs afin de les tester. Quel est le premier? La torture au bambou. En as-tu assez? Je peux continuer à chanter toute la journée. Vas-y, je peux supporter n'importe quoi. Tu l'auras voulu. Que dis-tu de ça, petit malin? Un pauvre bambou? Que veux-tu me faire avec ça? Je vais le planter et le faire pousser à travers ton corps. Ah oui, et ça fonctionne? Je sais pas, mais c'est notre mythe et j'ai toujours voulu l'essayer. Voici une histoire délirante tirée de notre site web. On raconte que durant la Deuxième Guerre mondiale, des prisonniers de guerre étaient attachés au-dessus de pousses de bambou à croissance rapide, qui devaient les pénétrer en grandissant. Quel est ton plan? Il est assez simple, je pense. On va trouver un substitut à la chair humaine, planter des bambous sous ce matériau et voir si les plantes peuvent le traverser. D'accord. Normalement, je proposerais d'utiliser un cochon, mais étant donné que l'expérience durera plusieurs jours, ça sentirait bien trop mauvais. On devrait mesurer la force nécessaire pour pénétrer la chair d'un cochon, pour ensuite créer un substitut synthétique qui ne pourrira pas. Et on placera les bambous en dessous. Exactement. C'est ainsi que le tigre Savage et le dragon Heineman entreprennent leur longue et difficile quête de la légendaire technique de torture dans la bambouseraie mystique de Santa Cruz. Par chance, on habite en Californie où les bambous poussent à merveille. Voici celui qui nous fournira les plantes potentiellement menaçantes. Voilà ce qu'on cherche. Ça me convaincrait de parler. Larry Goldman, Une pousse de bambou serait-elle physiquement capable de transpercer la chair humaine? Les pousses de bambou enfouies dans le sol doivent pousser la terre, contourner les pierres et traverser le bois pourri. J'en ai déjà vu soulever le pavé d'une allée. Alors oui, elles déploient beaucoup de force lorsqu'elles sont dans le sol. Si on est attaché ainsi... Oh, je le sens déjà. Les premiers signes sont prometteurs. C'est exactement ce qu'on veut. Le bambou pousse de façon très spéciale. Les tiges sortent d'un système de racines souterrain. Pendant qu'elles sont sous terre, le bout des pousses demeure très dur et pointu afin de se frayer un chemin à travers le sol. Mais la question est la suivante. Les bambous sont-ils assez forts pour pénétrer le corps humain? Disons que quelqu'un vous doit de l'argent. Quel type de bambou utiliseriez-vous? Vous devriez utiliser le spectabilis. Celui qu'on voit fait 2,5 cm de diamètre et il est très pointu. parfait. Maintenant que les redoutables plantes sont achetées, il ne reste plus qu'une chose à faire. On a nos bambous. Il est temps de retourner à l'atelier et de torturer des mannequins. Et maintenant, Cary, Grant et Tori lèvent le voile sur les mystères de la chimie. Quel est le prochain mythe proposé par les téléspectateurs? On vérifie un mythe sur les métaux, mais pas n'importe lesquels. Ce sont mes deuxièmes métaux préférés, les alcalins. En fait, Adam et moi en avons testé lors du spécial MacGyver. Pourquoi doit-on recommencer? Parce que les téléspectateurs en veulent plus.
Lorsque l'équipe s'est attaquée à MacGyver, elle a détruit le mythe voulant que quelques grammes de sodium placés dans l'eau peuvent exploser et percer un mur. On a peut-être une explosion, mais le sodium n'est pas un explosif puissant. Mais vous, oui, vous, en avez redemandé. Qu'est-ce que les fans souhaitent voir exactement? Plus de métaux réactifs. Comme le rubidium et le césium? Tout à fait. Une vidéo circule sur Internet. On y voit des gars lancer du rubidium et du césium dans une baignoire, puis comparer l'explosion à celle d'une grenade. Les fans veulent savoir si c'est vraiment semblable. Super, mais au lieu des baignoires, on pourrait utiliser les toilettes. Ça nous rappellerait le temps où on jetait des mini-bombes dans les toilettes au secondaire. Je n'ai pas connu ça parce que j'étais trop occupé à étudier ma chimie. Mais si c'est ce que tu veux, fais-toi plaisir. C'est le monde à l'envers ou quoi? Vous avez dit grenade et explosion? Voilà qui suppose une autre visite à l'endroit préféré de l'équipe, le champ de neutralisation des bombes du shérif du comté d'Alameda. Qu'est-ce qu'on fait sauter aujourd'hui? Des toilettes et des baignoires. Tout ce qu'il y a là-dedans. Ces appareils de salle de bain se retrouvent aujourd'hui en danger parce que des téléspectateurs ont vu une vidéo qui montrait à peu près ceci. Quelqu'un a apporté de la lecture? Après avoir démontré que plus on descend dans le tableau périodique, plus les réactions entre les métaux alcalins et l'eau deviennent violentes, les types de la vidéo passent au rubidium. Avec une quantité d'environ 2 grammes, ils prétendent qu'ils peuvent créer une explosion semblable à celle d'une grenade. Pour déterminer s'il s'agit d'une mise en scène ou de la réalité, il nous faudra une explosion de référence. Dans la vidéo sur Internet, les gars disent que la réaction est similaire à l'explosion d'une grenade. Ça devrait déboucher les tuyaux. Il faut savoir qu'est-ce que ça donne pour avoir un point de comparaison. C'est pas merveilleux? On commence par un boom. Il va y avoir de la merde partout. Génial, non? Oui, d'accord. Mais c'est Grant et non Tori qui nous expliquera comment on fera sauter la cuvette en toute sécurité. Ceci est une grenade, mais ce n'est pas une grenade active. Dans une grenade active, il y aurait du TNT. On tire sur la goupille, le capuchon s'enlève et ceci déclenche l'explosion. Mais aujourd'hui, on va plutôt remplir ceci de C4, de manière à obtenir la même force d'explosion que le TNT. On va ensuite l'allumer avec un détonateur. De cette façon, on pourra décider du moment précis où la grenade explosera, et ce sera beaucoup plus sécuritaire. Notre grenade est munie d'une amorce. Elle est dans la toilette et attend patiemment d'exploser. Quand on aura vu l'explosion, on aura quelque chose à comparer aux métaux alcalins? Parfait. Faisons-la sauter. Prêt à faire feu? 3, 2, 1... La toilette a disparu. Eh oui, vous la voyez? Vous ne la voyez plus. Oh, on ne l'a pas épargné. Magnifique. On a une bonne référence qui montre ce qu'on devrait voir lorsqu'on mettra nos métaux alcalins dans l'eau de la toilette. Je ne crois pas que les métaux alcalins auront le même effet. Mais j'espère que je me trompe. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Reproduire le mythe en jetant le rubidium et le césium au fond du bol. On l'utilise dans les roues à aubes et dans certaines armes, dans le milieu de la construction et les arts culinaires. En tant que matière première, le bambou est extrêmement polyvalent. In the Philippines, they call this the dance of the bamboo pole. Mais les spectateurs veulent savoir si cette plante pratique à croissance rapide a pu être employée comme instrument de torture. Pour le découvrir, Adam et Jimmy ont besoin d'un cobaye à transpercer. Lequel choisir? Ce qui est important dans ce test, c'est de trouver un substitut à la chair humaine. Cette fois-ci, c'est pour des tests balistiques. Je n'aperçois aucune blessure sous-cutanée. On a souvent mesuré la force de pénétration, mais pas avec quelque chose de lent et pointu comme une pousse de bambou. Personne n'a vraiment étudié la question, alors on devra l'expérimenter nous-mêmes. On va aller chez le boucher, acheter un gros morceau de viande, y insérer des pointes et enregistrer les données. Quand on aura ces données et qu'on connaîtra la pression appliquée et la résistance de la viande, on devra reproduire ses propriétés avec des matériaux synthétiques. Pour que le faux torse oppose la même résistance aux pousses de bambou que la chair humaine, c'est l'objet le plus macabre que j'ai fabriqué dans ma vie. notre duo doit calculer cette résistance de façon précise. Qu'est-ce que ça dit? 36 newtons. Plusieurs tests plus tard, les gars ont récolté assez de données
42 newtons. Et décide d'arrondir le résultat, question de simplifier les choses. 45 newtons, c'est notre chiffre magique pour la pointe insérée dans la chair. Il ne reste plus qu'à trouver des matériaux dans l'atelier qui nous donneront une chair qui ne pourrit pas et qui ne pue pas. Il y a des choses intéressantes, Jamie. Mais après avoir cherché un substitut à la chair humaine pendant 1 heure, Jimmy a un éclair de génie et l'équipe revient à la case départ. Le matériau balistique. Je pense que ce serait parfait. Voyons ce que dit l'appareil. 45 newtons. Eh bien, ça me satisfait, je suis content, et en plus, c'est réutilisable. Ce matériau balistique transparent servira donc de cobaye pour leur test. Il n'a plus de bras, c'est drôle, non? Adam se met au travail et soumet le torse à la torture. Génial! C'est un massage de dos vu de l'intérieur du corps. Ensuite, Salut! les stupéfiants assemblent en vitesse une serre de toiture, puis l'installent sans grande surprise Lève-toi, mon fils! sur le toit. Atterrissage réussi! Voici un bel endroit ensoleillé, mais ce n'est pas tout. C'est aussi une salle de torture. Du moins, ça le deviendra bientôt. La serre et le bambou sont en place. Il ne manque plus qu'un élément. Tu es à moi, maintenant! Le torse est déposé délicatement au-dessus de plusieurs pousses de bambou qui n'ont pas encore tout à fait percé la surface du sol. Ce torse de Boston nous permettra d'effectuer la dernière étape du test. Le bambou peut-il transpercer une personne? Après avoir essayé plusieurs substituts de chair humaine, regarde ces 2 jeunes pousses, elles sont magnifiques. On a déterminé que ce matériau balistique qui ne contient pas d'eau et qui ne pourrit pas sera le matériau idéal en raison de la pression nécessaire pour le pénétrer. Ainsi, on peut dire que si le bambou pousse à travers ce torse, il poussera aussi à travers votre corps. Ça y est? Tout est prêt? Alors partons d'ici et revenons dans quelques jours pour voir ce que ça donne. À mon avis, si une pousse de bambou pénètre le dos du mannequin d'au moins 5 cm, on peut dire que c'est un moyen de torture efficace. Il ne reste plus qu'à attendre. Pendant qu'on attend, profitons-en pour en apprendre davantage sur l'origine de ce mythe cruel. Voici le moment de l'émission où l'on donne des informations scientifiques concernant notre mythe. Qu'a-t-on appris sur l'utilisation du bambou comme instrument de torture? Absolument rien. Rien? Pas de rapport officiel ni de témoignage direct? Rien. Nada. Eh bien. D'accord. Cary, Grant et Tori s'attaquent à un mythe sur les métaux alcalins. Une vidéo sur Internet veut nous faire croire qu'ajouter 2 grammes de rubidium ou de césium à de l'eau peut faire exploser nos appareils de salle de bain, tout comme le ferait une grenade. Ça devrait déboucher les tuyaux. Pour en avoir le cœur net, on comparera les deux. Voici l'explosion d'une grenade. Maintenant, autour des métaux alcalins. Mais d'abord, voici la minute scientifique. Voici le césium et voici le rubidium. Ils font partie d'une catégorie spéciale d'éléments qu'on appelle les métaux alcalins. Ces éléments se distinguent par le fait qu'ils ont seulement un électron. Normalement, ils cherchent à réagir avec ce qui les entoure pour se débarrasser de leur électron. Lorsque les métaux alcalins réagissent avec l'eau, ils dégagent beaucoup de chaleur. Le dihydrogène est un sous-produit de cette réaction. Et la chaleur a tendance à mettre le feu au dihydrogène. Les conditions idéales pour créer une explosion sont donc réunies. Pour mettre ces métaux hautement réactifs en contact avec l'eau de façon sécuritaire, l'équipe a pris plusieurs précautions. C'est très simple. Voici une petite guillotine. On laisse tomber le poids sur notre fiole en verre qui contient le métal, le produit se libère et on observe les réactions. Généralement, Grant vise mieux lorsqu'il utilise la toilette, mais en ce moment, il s'occupe d'arroser le sol. De cette façon, si les métaux alcalins sont projetés hors de la cuvette, ils toucheront l'eau par terre et réagiront. Tous les dangers seront ainsi éliminés. Le premier métal envoyé à la guillotine est le rubidium. Voici un fait intéressant. Les composés de rubidium sont utilisés dans les feux d'artifice pour créer le violet. Les gars de la vidéo affirment qu'avec 2 grammes, ils ont obtenu une explosion aussi grosse qu'une explosion de grenade. Nous, on essaiera avec 25 grammes, soit plus de 10 fois la quantité qu'ils ont utilisée. Si ces types disent vrai, on aura une gigantesque explosion. Je suis la mairesse de la ville de Rubidium. Prêt? Oui, oui. 3, 2, 1... C'était rapide. Regardez la fumée. Tout a fonctionné comme prévu. La corde a été coupée et la guillotine est tombée. Le rubidium a été libéré dans l'eau, ce qui a provoqué une violente réaction chimique.
La combinaison de la formation de dihydrogène et du dégagement de chaleur nous a donné droit à un superbe geyser. Cependant, le résultat n'a rien à voir avec les images de la vidéo et notre explosion de grenade. Les lois de la chimie prévoyaient une grosse réaction. Mais c'est une grosse réaction dans le domaine de la chimie, pas dans le domaine de l'artillerie. On a vu un gros nuage de fumée et une petite étincelle. Mais la toilette n'a pas volé en éclats comme dans une vraie explosion. Le rubidium ne fonctionne pas. Ce n'était peut-être pas digne d'une grenade, mais il y a encore de la chimie entre nous. Mais l'équipe n'abandonne pas tout de suite. Elle tentera de faire exploser la toilette avec le césium. Le voilà, le césium. C'est le métal alcalin le plus réactif qu'on a pu obtenir parmi ceux qui ne sont pas radioactifs. On le déposera dans la toilette et on verra s'il agira comme une grenade lorsqu'on l'exposera à l'eau. In 3, 2, 1! Super! La réaction semblait un peu plus forte, mais encore une fois, elle n'a produit que de la fumée. Plus d'énergie et plus de feu. Mais de toute évidence, pas d'explosion. Qu'est-ce qu'on doit conclure, Carrie? La vidéo est truquée. Le mythe est faux. Les stupéfiants sont habitués aux histoires de torture. Après tout, ils ont déjà prouvé que la torture par la goutte d'eau peut bel et bien nous rendre fous. Cette fois, selon vos ordres, ils vérifient si les plantes ont aussi ce pouvoir. Les pousses de bambou sont-elles suffisamment dures et pointues et poussent-elles assez vite pour transpercer le torse d'un humain? Le mannequin en matériaux balistiques est suspendu au-dessus des pousses mortelles. Ses jours sont comptés. Le but de la torture est d'obtenir des résultats. Et en ce qui concerne les résultats, on a plusieurs choses à vérifier. On veut d'abord savoir si le bambou peut réellement pousser à travers le substitut de chair humaine, et si oui, combien de temps il lui faut pour y parvenir. C'est très important, car s'il lui faut plusieurs mois, on ne peut pas dire que la technique de torture est efficace. Mais si le bambou pénètre le mannequin en seulement quelques heures ou quelques jours, ça commence à devenir vraisemblable. Jimmy sera content car après seulement 3 jours, notre torse torturé est certainement prêt à parler. Les pousses de bambou, dont la constitution leur permet de se frayer un chemin dans le sol, Regarde! n'ont eu aucun problème à pénétrer le substitut de chair. Ça semble douloureux. Je le vois d'ici. Le bambou pousse à l'intérieur de notre pauvre mannequin. L'expérience ne pourrait pas mieux aller. On a déjà obtenu la réponse qu'on cherchait. On se demandait si, au moment où il atteint la chair, le bambou dévie sa course ou continue tout droit. De toute évidence, il continue tout droit. J'ai dit plus tôt que s'il y avait pénétration, on pouvait parler de torture. Je conclus donc que le mythe est... Oh! Ne conclus rien pour l'instant. Je veux voir jusqu'où il peut aller. Laissons-le pousser. D'accord. Mais plus de 2 semaines plus tard, les résultats sont plutôt décevants. Bien que de nouvelles pousses aient pénétré le mannequin, aucune ne l'a complètement transpercé. Regarde, le bambou n'a pas poussé du tout depuis 2 semaines. Ces plantes sont mortes. Oui, regarde, le matériau balistique a fondu. Il a dû faire tellement chaud dans cette serre que les plantes en sont mortes. On a prouvé que si on le veut, on peut torturer quelqu'un avec du bambou. Oui, mais le bambou n'a pas complètement traversé notre prisonnier. C'était censé être le clou du spectacle. Il nous reste un mannequin. Montons-le sur le toit et faisons un autre essai. D'accord. Un deuxième torse en matériaux balistiques, cette fois doté d'une perruque affriolante et d'un visage expressif, est monté sur le toit où l'équipe a installé de nouvelles plantes qui seront exposées aux éléments. Notre cobaye est en place et c'est notre dernière chance de voir le bambou pousser à travers une personne. Il s'agit de notre dernier mannequin, de nos dernières pousses de bambou et en plus, on est à la fin de la saison de croissance. Si on veut que ça fonctionne, c'est maintenant ou jamais. Quelle surprise! La persévérance d'Adam en a valu la peine. Quelques semaines plus tard, le résultat est réellement extraordinaire. Il a vraiment passé au travers.
On voulait savoir si le bambou pouvait nous transpercer complètement. Non seulement il le peut, mais il pousse avec une vigueur impressionnante. Celui-ci mesure près de 4 mètres et il pousse à travers notre torse. Je crois que le résultat est très clair. J'ai l'impression que c'est un poisson d'avril. Quelle réussite! Comme on vient de le voir, le bambou peut pousser à travers notre corps. Mais pour que cette méthode de torture soit vraisemblable, si on veut la considérer comme plausible, ça doit se dérouler assez rapidement. Notre test a montré que les pousses de bambou transpercent le corps en 2 ou 3 jours. Alors aussi affreux que ça puisse paraître, c'est possible. C'est tellement génial, plausible et génial. Le mythe est plausible. Quel est le prochain mythe des téléspectateurs? Eh bien, laisse-moi te mettre en contexte. Imagine que tu te trouves dans le froid de la toundra arctique. Tes chiens de traîneau t'ont abandonné, tu as épuisé toutes tes ressources et ta nourriture, et tu glisses lentement vers la mort. Tes forces t'abandonnent lentement de minute en minute. Oui, je m'en souviens. Tout à coup, à travers tes yeux baignés de larmes, tu aperçois du secours à l'horizon. Le salut prend la forme d'un Saint-Bernard qui court vers toi avec un tonneau accroché à son cou. Ce tonneau est rempli de brandy. Tu prends quelques gorgées qui te réchauffent juste assez pour te permettre de tenir le coup jusqu'à l'arrivée des secouristes. Un apéritif juste avant que je mange le chien. Tu ne peux pas dire ça, Jamie. Le mythe célèbre du Saint-Bernard et de son brandy salutaire a piqué votre curiosité et vous avez demandé qu'on le teste pour vous. L'arrivée d'un tonneau sur pattes peut-elle vraiment nous sauver la vie ou s'agit-il, excusez l'expression, d'une histoire sans queue ni tête? Say, Junior, are you carrying brandy too? Heck no! I bring the chaser! J'ai entendu dire que l'alcool avait l'effet contraire et qu'il refroidissait notre corps plutôt que de le réchauffer. C'est étrange parce que lorsque j'en bois, j'ai vraiment l'impression de me réchauffer. Ce sera plutôt simple à tester. Oui, c'est vrai. Il suffit de dénicher une belle grande chambre froide, de trouver un moyen de surveiller notre température corporelle, de boire quelques petits verres d'alcool fort et d'observer les changements. Ça me va. Mes oreilles commencent à piquer. Mais avant que les stupéfiants mettent à l'épreuve ce mythe glacial, Je sombre dans le délire. Je pense à ce que je ferai quand je me serai réchauffé. Adam s'assure d'obtenir des données précises en ingérant un thermomètre. Puisque ce test a pour but de voir si notre température corporelle varie lorsqu'on boit de l'alcool, on doit connaître la température précise de notre corps. Ceci n'est pas un thermomètre qu'on place sous la langue, dans l'oreille ou sur la peau, car on doit mesurer la température interne du corps. On a déjà fait ça à l'émission lorsqu'on m'a recouvert de peinture dorée et qu'on m'a pris ma température rectale. Oh, Sanjay, j'espère que tu ne m'en veux pas. Je ne veux pas recommencer, Jamie non plus. Alors, on utilisera une toute nouvelle technologie, un capteur de température interne en capsule. Allons-y. Il s'agit en fait d'un radar passif. Il descend dans l'estomac et enregistre notre température interne que l'on peut lire sur cet appareil. On n'a qu'à le tenir près de nous et bip, il nous indique la température à l'intérieur de notre corps. 2 jours plus tard, on évacue la capsule. Elle est jetable. J'ai avalé un émetteur au nom de la science. Mais les stupéfiants ne se fieront pas qu'à ce thermomètre interne hyper précis. Ils veulent recueillir le plus de données possible. Tout au long de la journée, on effectuera plusieurs tests à des intervalles réguliers. Comme premier test, on doit relever notre température interne. Vas-y, avale-le. Je sais. Le deuxième test consiste à dire comment on se sent. Sur une échelle de 1 à 10, 1 signifiant que tu as très très froid et 10 que tu n'as pas froid du tout, où te situerais-tu? 8. 8. T'as seulement un peu froid? Oui. Pour le troisième test, on utilisera une caméra thermique pour vérifier la signature thermique visible à l'extérieur de notre corps. T'es drôle. Je te vois respirer. Température de ta main gauche, 34,5 degrés Celsius. Munis de leur attirail de collecte de données et de leurs informations de référence, Bout du nez, 35,6 degrés Celsius. les hommes sont prêts pour leur congélation. Ça y est, c'est parti. Allons nous les geler. Cary Grant et Tory ont déjà détruit le mythe qui voulait que quelques grammes de césium ou de rubidium pouvaient causer une explosion semblable à celle d'une grenade. L'Internet nous a encore menti. Maintenant, il est temps de pousser l'expérience à l'extrême. Adieu toilette, bonjour baignoire.
Pour la faire exploser, on défonce notre budget et on franchit les limites du ridicule en utilisant 2,5 kg de sodium. T'es prêt, Grant? Je suis prêt. Et pour s'adapter à ces 2,5 kg de sodium, Allons-y. Carrie a modifié sa guillotine. Elle a ajouté une énorme masse. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Vérifier pour les fans si une quantité démesurée de sodium peut faire sauter une baignoire. Explosion du sodium. 3, 2, 1. Attendez! Des gaz toxiques. Pendant que l'équipe retient son souffle, regardons la reprise. C'était malade. Quand le sodium est tombé dans l'eau, il y a eu une énorme explosion. Elle a même fissuré la baignoire. En plus, 2 des blocs n'ont pas réagi car ils ont été projetés à l'extérieur. C'était incroyable. Oui, c'était spectaculaire. Mais ça n'a causé qu'une fissure. La baignoire n'a pas volé en éclats. Et si on allait encore plus loin? C'est Noël. C'était extraordinaire. Maintenant, on passe au potassium, qui est encore plus réactif. Et bien sûr, on utilise la même quantité. Voici donc 2,5 kg de potassium. De la chimie comme vous n'en avez jamais vu à l'école. Mais aura-t-on le gros boom qu'on attend tous avec impatience? On aurait dit des feux d'artifice. On se croirait à la fête nationale. Mais vous savez quoi? Il n'a pas explosé. On a entendu des petits pops, mais ce n'était pas un gros boom. Une fois de plus, la réaction chimique était impressionnante. Mais on est loin des explosifs puissants. En conclusion, on a beau utiliser des quantités excessives de sodium et de potassium ou se servir des éléments les plus réactifs du groupe des métaux alcalins, on ne peut pas créer une explosion identique à celle d'une grenade ni faire sauter une baignoire, à moins de sortir le C4 comme on s'apprête à le faire. Génial! Avez-vous vu la hauteur de l'éclaboussure? L'onde de choc produite par une détonation de C4 se déplace à une vitesse d'environ 8000 mètres par seconde, ce qui surpasse de loin la réaction des métaux alcalins avec l'eau. Voilà qui prouve que la vidéo d'Internet est une pure fiction. Adam et Jimmy se préparent à frissonner pour découvrir si un verre de brandy Bon chien. peut vraiment prévenir l'hypothermie, ou s'il s'agit au contraire d'une fausse croyance. Comme l'authenticité est toujours une priorité aux stupéfiants, Bob, le gentil Saint-Bernard, nous apportera notre brandy. Pas vrai, Bob? On se trouve dans un endroit idéal pour tester notre mythe. La compagnie Dean Services. Elle possède environ 11 600 mètres carrés d'espace de congélation maintenu à moins 18 degrés Celsius, la température à laquelle on s'exposera. Attends, quelle est ta température interne? Prenons nos mesures de référence avant d'entrer dans le froid. 36,83 degrés. Et moi, 36,8 degrés Celsius. Prêt? Je n'ai jamais été aussi près. N'oubliez pas, avec leur capteur de température interne déjà descendu dans leur estomac, Il fait froid. Je sais. Adam et Jimmy sont de vrais thermomètres ambulants. Ils surveilleront aussi la variation de leur perception et leur température externe aux extrémités. C'est étrange d'avoir un boulot qui exige comme seule tâche de la journée d'avoir froid et de se saouler. Eh oui, la première étape du test est de simuler une situation où les stupéfiants auront besoin de l'aide du Saint-Bernard et de son précieux brandy. Ça commence à devenir inconfortable. Le froid se fera sentir très rapidement. En ce moment, c'est pas si mal, mais ça se dégrade rapidement. Deuxième étape, quand les gars grelotteront suffisamment, Oh, des calmars. Prends le brandy. ils prendront un coup.
Mais voilà que 10 minutes après le début du test, Adam et Jimmy obtiennent une première information utile qui vous surprendra peut-être. Ma température augmente régulièrement, 36,98 degrés Celsius. Et la tienne? Elle augmente aussi. Elle est à 37,17 degrés Celsius. Je n'avais pas étudié la question, mais le fait que ma température interne augmente alors que j'ai la sensation d'avoir de plus en plus froid me donne l'impression que mon système vasculaire ralentit l'écoulement de sang aux extrémités pour garder la chaleur à l'intérieur. Voici notre grand cerveau, Jamie. Jamie a mis le doigt sur l'une des réactions au froid qui caractérisent tous les animaux endothermes. Les vaisseaux sanguins superficiels se resserrent pour empêcher la chaleur de sortir par la peau et pour rediriger le sang vers les organes vitaux. En raison de ces remarquables adaptations évolutives, les stupéfiants risquent d'attendre longtemps avant d'avoir besoin de secours. Pour accélérer le processus, ils décident de prendre les grands moyens. On ne se refroidit pas assez vite. On devrait enlever nos chapeaux et ouvrir nos manteaux. Je dois enlever mon béret. Oui, monsieur. Comme on perd énormément de chaleur par la tête, Je déteste ça. se découvrir est vivement déconseillé lorsqu'on est prisonnier du froid. J'ai l'impression d'avoir plongé ma tête dans un seau d'eau glacée. Avant, j'étais parfaitement heureux. Presque 1 heure d'attente plus tard, Je commence à avoir mal aux mains. nos courageux cobayes ont enfin besoin de secours. Ils ont atteint les limites de l'endurance, du moins pour une situation simulée et étroitement surveillée comme celle-ci. Congèle. Il est temps de recueillir les importantes données avant de servir le brandy. 36,94. Leur thermomètre ingéré indique une température interne stable. Test subjectif. Sensation de froid sur une échelle de 1 à 10. Eh bien, je dirais environ 2. Oui, je partage ton avis. Et les extrémités? Elles sont douloureuses. J'ai très mal aux mains et à la tête plus particulièrement. La caméra thermique, en plus de divertir Adam, Wow! Je te jure que sans ton béret, tu ressembles à un méchant de James Bond. semble confirmer la théorie de Jimmy. Malgré une température interne stable, celle des extrémités est descendue de plus de 10 degrés. J'ai mal aux doigts. Ton visage est à 18 degrés Celsius. Après avoir noté leurs chiffres, il ne leur reste plus qu'une chose à faire. Mes oreilles commencent à piquer. Oui. Bob, aide-moi, je gèle. Sortir le brandy. Saviez-vous qu'un piano peut soi-disant exploser si on le met dans le feu? Je n'ai jamais entendu ce mythe, mais ce serait logique, car les cordes sont soumises à une grande tension. Peu importe si c'est logique ou non, on veut voir un piano exploser. Ah, le bon vieux piano. Caressez ses touches d'ivoire et vous entendrez une douce musique. Mais placé dans un feu, cet instrument innocent risque-t-il de se transformer en arme de destruction massive? L'expérience est simple. Il suffit de trouver un piano, d'allumer un feu juste en dessous et de voir s'il explose. Attendez un peu. Avant de commencer, il faudrait connaître la tension exercée sur les cordes. Je sais qui peut nous aider. Le magasin de piano qui nous aidera Avez-vous fait vos gammes? appartient à John Callahan, le pianoman. Le mythe qu'on tente de démystifier dit que si on met le feu à un piano, il explosera. J'ai déjà entendu des histoires du genre, mais comme je n'ai jamais essayé de brûler un piano, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne suis pas certain de ce que ça donnera. Ça me semble relativement plausible parce que, d'après ce que je comprends, les cordes subissent une grande tension. Elles subissent effectivement une grande tension. Dans un piano, les cordes d'acier sont tendues à l'intérieur d'un cadre en fonte et chacune d'elles supporte une tension moyenne de 890 newtons. Comme un piano compte environ 230 cordes, elle exerce au total une traction de plus de 20 tonnes sur l'instrument de musique. Voilà qui semble prometteur. Les cordes tendues dans le cadre en fonte subissent une pression de plus de 175 000 newtons. Si les flammes font en sorte qu'elles cèdent, attention, ça risque de chauffer. La journée commence bien quand on vient au champ d'essai. John Callahan nous a gentiment offert un petit piano à queue qu'on pourra brûler. Il suffit maintenant de le sortir du camion Je déteste déménager des pianos. et de le placer où il se doit. Je vais jouer un air angoissant. Pendant que Carrie travaille sans relâche, Tori et Grant lui jouent une sérénade absolument charmante. Vraiment?
Maintenant que le piano est debout sur ses 4 pattes, il ne reste plus qu'à l'accorder. Bonne chance. John, je sais qu'accorder un piano dans un champ d'essai doit vous paraître plutôt étrange comme situation. Mais on tient à mettre toutes les chances de notre côté pour que le mythe fonctionne. Il faut donc que chaque corde soit à la bonne tension. Je vais faire de mon mieux. Tandis que John accorde le piano à la perfection, notre trio se charge d'installer les bûches. Ce vieux piano était devenu inutilisable. C'est dommage, mais Carrie a tout de même hâte d'en finir. Ce sera sûrement triste de voir ce joli piano réduit en cendres. Mais en toute honnêteté, si je dois entendre une seconde de plus Tori qui chante et Grant qui joue du piano... Je me jette dans le feu. C'est le moment de verser du kérosène sur le bois, OK, allumons-le. d'y mettre le feu et de voir si ça donnera une explosion. Si le mythe est vrai, le piano pourrait exploser. Il vaut mieux s'éloigner, car ça risque d'être très dangereux. J'ai hâte de voir ça. C'est l'heure de vérité pour notre petit piano à queue. Va-t-il nous décevoir? Courez, ça va exploser! Ou va-t-il provoquer une ovation? Le piano est en flammes. Wow! Quel beau feu! Adam et Jimmy sont littéralement frigorifiés. Mes oreilles commencent à piquer. Oui. Maintenant qu'ils ont franchi la limite du froid qu'ils peuvent endurer, il est temps de les secourir. Prends le brandy. Mais la technique mythique du verre de brandy est-elle la meilleure solution? Et voilà, santé. C'est du bon brandy. Les premiers signes, du moins d'un point de vue subjectif, semblent confirmer le mythe. Le brandy a l'air d'aider un peu. Je ressens une sensation très nette de chaleur. À partir d'ici, jusque là. Mais en vérité, ils ont encore très froid. Franchement, si j'avais le choix, je m'en verserais sur les mains et j'y mettrais le feu. Quelques minutes après avoir bu les gorgées soi-disant salvatrices, les stupéfiants recueillent une nouvelle série de données. Même si leur température interne demeure stable, 37,31 degrés Celsius. Et moi, 37 degrés Celsius. leur température superficielle a varié de façon intéressante. Ton visage est à 23 degrés Celsius. Une augmentation de 5 degrés par rapport aux données prises avant la consommation de brandy. Jimmy, ton visage, 26 degrés Celsius. Une fois de plus, la science soutient les données. L'alcool dilate les vaisseaux sanguins, ce qui fait rougir les joues et laisse circuler plus de sang dans la peau. Voilà. Pour savoir si ces effets contribuent à combattre le froid, Santé! on demande un autre verre, qui est aussitôt bu. Il y avait un poil. Encore une fois, au premier abord, l'alcool a un effet positif, mais subjectif. J'imagine de grosses casseroles fumantes remplies de bouffe dans lesquelles je plonge mes mains. Je sombre dans le délire. Je pense à ce que je ferai quand je me serai réchauffé. Mais si on supposait qu'il s'agissait d'une situation de vie ou de mort, retrouver son moral ne serait peut-être pas une priorité. Je remarque déjà que mes facultés mentales sont affaiblies. Qu'est-ce qu'il faut faire? La main gauche, je me trompe, n'est-ce pas? D'un point de vue subjectif, je ne tiens pas à les affaiblir davantage avec l'alcool. Même si oublier le froid a ses avantages. Oui, ce serait sûrement mieux d'essayer d'allumer un petit feu ou encore de chercher un abri. Sur ces paroles remplies de sagesse, relevons une dernière série de données. Visage, 22 degrés Celsius. La caméra thermique montre de nouveau que la température superficielle de notre duo est plus élevée ou presque égale aux données prises avant l'ingestion de brandy. J'en reviens pas comme tu es drôle sur la caméra thermique. Mais les résultats sont plus critiques pour ce qui est de la température interne. 36,32 degrés Celsius. C'est une chute soudaine de température, mais pour le moment, Adam s'amuse trop pour s'inquiéter. J'ai vraiment l'impression que d'un instant à l'autre, la créature qui commande Jamie va se sauver parce qu'il fait trop froid. Elle doit se trouver un corps plus chaud. Sur cette dernière observation, il est temps de terminer l'expérience, de se mettre au chaud et de formuler des conclusions. On peut s'en aller. Finalement, l'histoire du Saint-Bernard et de son brandy est un pur mythe. Si ces chiens ont déjà sauvé des vies, c'est sans doute dû à leur chaleur. Bob le montre bien.
Ce sont de grosses bêtes pleines de poils et Bob me garde bien au chaud. Se blottir contre un chien est donc la meilleure solution dans un contexte comme celui-ci. En résumé, l'alcool dilate notre système vasculaire, ce qui envoie plus de sang aux extrémités, là où la chaleur se dégage. Il en résulte une baisse rapide de notre température interne. Ça ne te dérange pas que je prenne un dernier petit verre? Je dois avouer qu'après notre deuxième brandy, j'ai compris d'où venait le mythe, parce que je me portais à merveille. C'est probablement parce que tu ne te souciais plus du froid. Je ne m'en souciais plus parce que l'alcool a un effet atténuant. Mon sang affluait plus vers mes extrémités, ce qui augmentait mon confort. Mais juste après, ta température interne s'est mise à chuter radicalement. Oui, ce qui est complètement le contraire de ce qu'on souhaite lorsqu'on est pris dans un froid glacial. À court terme, on se sent peut-être mieux, mais en fin de compte, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Tout à fait. Le mythe est faux. Faux. Gardez le brandy pour votre retour au chalet quand vous serez recroquevillé devant le foyer. Cary, Grant et Tori adorent les feux explosifs. En fait, les mythes sur le feu enflamment leur passion. Et les pieds d'Adam. Alors, lorsque les téléspectateurs ont laissé entendre que brûler un piano à queue pouvait le faire exploser, ils n'ont pas perdu de temps pour se mettre au travail et découvrir si c'était vrai. Quel beau feu! Le service d'incendie m'a prêté un pyromètre pour mesurer la température. Je vais devoir sortir mon bras. Sois prudente. Selon l'indication du pyromètre, leur brasier de l'enfer dégage plus de 530 degrés Celsius. Il est en train de dévorer la caisse de bois, les pattes et le couvercle. J'espère qu'on entendra... Moi, je veux entendre. Souvenez-vous que si le mythe est vrai, les 20 tonnes de traction qu'exercent les cordes devraient être relâchées soudainement dans une réaction explosive. Le piano s'affaisse. On dirait qu'il va... S'effondrer? C'était la théorie. Sauf que lentement mais sûrement, le piano à queue se consume et le mythe du piano explosif s'envole en fumée. On n'a pas eu d'explosion. En fait, tout ce qu'il reste du piano, c'est une carcasse fumante et le squelette du cadre en fonte. On voit encore quelques cordes, ce que je n'aurais pas cru. Je pensais qu'avec toute cette chaleur, les cordes d'acier, qui sont très minces comparées à la fonte, auraient fait... Mais on n'a rien entendu de tel. Impossible que ce piano explose. J'en suis tellement certain que je n'ai pas peur de rester tout près. Peu importe la tension que subissent les cordes, elles ne céderont jamais. Car lorsqu'elles se réchauffent, le métal se dilate, il s'étire. On n'entendra pas le claquement des cordes qui lâchent et le piano n'explosera pas. C'est physiquement impossible. Voilà qui est clair. Oui, la tension est relâchée, mais tout en douceur, à mesure que les cordes de métal se dilatent dans le feu. Alors... Le mythe est bel et bien faux. Le mythe est faux. Le mythe est faux. JD, notre piano placé dans le feu était nul. Il n'a pas explosé. Par contre, on a un dernier piano qu'on peut faire sauter. Qu'est-ce que tu proposes? Ce qu'il vous faut, c'est le concerto des stupéfiants en C4. All right, JD, this one's for you. Go, JD. Go, JD. Fill this piano with some TNT. Go, JD. Go, JD. Everybody now, come on! Go, JD. Go, JD. Fill this piano with some TNT. Quel refrain accrocheur! JD chantonne tout en accordant le piano pour le concerto des stupéfiants en C4. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Et toi? Prête? On y est. 3, 2, 1... C'est ce que j'appelle un piano explosif. Génial! Une seconde, il était là, et la suivante, il était disparu. Il y a des morceaux partout. Puisque c'est le spécial des téléspectateurs, voici un dernier appel juste pour vous. Le concerto des stupéfiants en C4, vu au ralenti. Repose en pièces. Pauvre piano. Les groupes rock des années 80 en avaient tous un. Et ils dansaient comme ça.
C'était très cool, mais le mythe est toujours faux. Si votre piano est en feu, il n'explosera pas. Par contre, s'il est rempli de C4, c'est une autre histoire. Looks like this myth of the exploding piano is busted.